Alors moi, je voudrais déjà remercier Chabi d'être là. Chabi a une histoire un peu vraiment très forte dans Piaget et aussi dans le sujet qui nous réunit tous ensemble aujourd'hui, c'est la diversité, etc. Je te remercie. Est-ce que tu peux déjà un peu nous parler de ton parcours professionnel et comment tu es arrivé chez Piaget, comment ça s'est passé, un petit peu ton background? Bon, bah, tout d'abord, je suis hyper contente d'être là. Merci Raphaël. Bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a des gens de la Côte aux Fées, donc bonjour la Côte aux Fées. Des gens de chez Piaget, des ex-Piaget aussi, donc bonjour à tout le monde, je suis ravie. Oui, alors mon parcours professionnel, il a commencé en Suisse, à Fribourg. J'ai étudié en Suisse, à Fribourg aussi. Ensuite, j'ai fait le plongeon dans le monde du luxe chez Cartier à Fribourg, où j'ai passé pas mal de temps. Et ensuite, Cartier m'a envoyé à Paris, à la maison mère. Et là, c'est vrai que j'ai eu la chance de découvrir pas mal de postes différents, très complémentaires les uns des autres, qui m'ont permis de découvrir, passer de chef de produit, au merchandising, à un côté plus supply chain, ensuite à un côté très boutique, retail, donc orienté boutique. Ensuite, je suis passée sur de la joaillerie, sur du marketing joaillerie. Et puis, ça a duré à peu près 11 ans. Et au bout de ces 11 ans, je me suis dit, bon, tiens, il faut continuer à être curieuse parce que je suis très, très, très curieuse. C'est ce qui m'a toujours motivée et ce qui continue de me motiver. Et c'est aussi la raison pour laquelle lorsque j'ai changé de poste dans ma carrière, j'ai pas toujours cherché à rester dans mon même domaine d'expertise et à progresser. J'ai souvent cherché en fait à découvrir d'autres choses. J'ai toujours été hyper curieuse, donc je voulais découvrir d'autres pans du métier. Et c'est ce qui me passionne aujourd'hui, c'est ce qui m'a motivée toute ma carrière. Donc voilà, c'est vrai que j'aime bien le dire parce que je pense que il n'y a pas qu'une seule voie, celle de monter d'un cran à chaque fois, mais il y a des voies qui sont extrêmement intéressantes de découvrir d'autres pans du métier et au final, ça donne effectivement une vision plus généraliste, alors moins expertise, mais plus généraliste et ça permet aussi de découvrir d'autres industries. Ensuite, je suis passée dans une autre industrie, très grande consommation. J'ai appris plein de nouvelles choses aussi sur le client, à quel point le client est important. C'est vrai que c'est quelque chose de très important aujourd'hui. On voit à quel point toutes les marques et tout le monde essaie de s'orienter beaucoup plus dans une dynamique client. Et puis ensuite, je suis revenue dans, je dirais, le monde magique et merveilleux de l'horlogerie et de la joaillerie chez Piaget. Et voilà, ça fait maintenant 5 ans que j'y suis. Waouh! Mais alors, pour devenir CEO, tu crois qu'il faut aujourd'hui, enfin, vous croyez qu'il faut aujourd'hui, j'ai une petite tendance à Non, c'est pas tutoyer grave. passer. C'est pas grave, on peut. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut faire tous ces métiers? Justement, il y a beaucoup de positions et ça, je pense que est-ce que ça vous paraît essentiel aujourd'hui Je pense que de pour être faire tout CEO, ça? en tout cas, il faut avoir une bonne perspective des différents métiers parce que c'est important. On gère pas que de la production ou que du marketing ou que de la finance. Il faut savoir combiner tous ces éléments. Il faut savoir les comprendre un peu. C'est vrai que moi, j'aime bien avoir fait quelque chose pour me sentir aussi très à l'aise. Et donc, je trouve que c'est important. Après, ça dépend. Il y a tous les modèles en fait. C'est toujours et c'est souvent, effectivement, il y a des opportunités, hein. Il y a des opportunités, il y a des, être au bon moment, au bon endroit. Il y a aussi sortir de sa zone de confort. Et ça, je pense, que c'est hyper important. On peut pas, je pense qu'il faut prendre des risques. Et c'est vrai que moi, j'ai pris pas mal de risques. J'ai pris beaucoup de risques dans ma carrière. Et c'est ce que je pense aujourd'hui qui m'a donné cette vision un peu transversale. C'est ce qui m'a donné cette résilience, cette capacité de gérer autant de responsabilités. C'est d'avoir pris des risques souvent dans ma carrière. Voilà. C'est vrai que on voit, pour avoir parlé avec plusieurs CEO aujourd'hui, je vois que la notion de risque est vraiment importante. Et puis, j'en viens justement un peu à la réalisation du moment en parlant de risque, justement sur le GPSG et sur votre super belle réussite. Et là, on peut dire que c'est vraiment une prise de risque et puis c'est vraiment Ouais. sortir de votre zone de confort parce que vous êtes maintenant la montre mécanique la plus plate du monde, Oui. qui fait à peu près 2 millimètres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes arrivé à un tel projet, l'histoire de ce projet? Bah, déjà, enfin, je suis extrêmement fière et extrêmement contente pour Piaget, pour les équipes de Piaget. C'est vrai que pour arriver à quelque chose comme ça, il faut, comme vous dites,
complètement sortir de sa zone de confort. Il faut prendre des risques. Il faut se dire bon ben pourquoi est-ce qu'on le fait, à quel point ça va quelque part bénéficier. Et en fait, ça a été génial parce que Piaget, c'est une marque qui est entre l'héritage et l'innovation. C'est une marque de 145 ans qui a toujours travaillé sur les mouvements ultra plats et donc qui pousse toujours les barrières un peu plus loin, qui est très en ligne avec le motto aussi de l'entreprise, qui est toujours faire mieux que nécessaire. Et c'est vrai que c'est ça qui nous a poussé, c'est cette volonté, cette passion, cette envie. Mais ce qui est génial, c'est que c'est vraiment quelque chose qui a été pris par toutes les équipes. Ça a été un vrai projet transversal. Et pour faire un projet comme ça, il faut se rendre compte que chaque fois qu'on fait une avancée, ça touche, ça impacte une autre partie de la montre. Et donc, c'est obligatoirement une équipe ensemble qui doit bosser, qui doit savoir bosser ensemble, qui doit savoir s'écouter, qui doit savoir pousser un projet. Et c'est vrai qu'un projet comme ça, il faut, déjà avoir envie de le faire, il faut être passionné, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts, mais il faut aussi être capable de vendre un projet comme ça à une organisation, parce que ça demande des ressources et on voit pas tout de suite les résultats. C'est un projet d'innovation qui est absolument dingue. Et je peux que remercier la diversité qu'on a chez Piaget, la diversité des métiers qui a fait que cette montre était possible. Et c'est la passion de nos horlogers, de nos artisans, de nos ingénieurs, de nos designers et de nos gens en fait qui ont fait cette montre. C'est pas quelqu'un d'autre qui a fait cette montre. Alors, je vois effectivement qu'il y a un vrai travail d'équipe. Enfin, on sent que c'est une montre. Enfin, et de toute façon, tout est fait chez vous, hein, chez Piaget, hein. Donc, on sent qu'il y a une vraie diversité de métiers chez vous. Euh, c'est quoi les valeurs qu'il faut avoir pour rentrer chez Piaget? Qu'est-ce qui doit nous porter? Qu'est-ce qui ferait le plus Piaget? Ouais, je pense vraiment que c'est la diversité et c'est la passion. C'est la passion pour ce qu'on fait. Piaget, c'est une grande maison, un grand acteur de l'horlogerie et de la joaillerie. C'est une maison qui reste à taille humaine, qui reste une maison familiale. C'est une maison où les gens restent longtemps, en fait. C'est vrai chaque année, j'ai la chance de célébrer les jubilaires et chaque année, à peu près, je célèbre pour 400 ans de jubilaire. On a des gens chez nous qui ont commencé très jeunes, qui y sont toujours, comme on a des gens qui bougent. Et je pense que la curiosité, c'est quand même quelque chose qui fait avancer notre métier. On a besoin de cette curiosité et cette envie de découvrir, d'apprendre pour pouvoir nourrir la créativité. Et quand on est chez Piaget, on a besoin de cette créativité parce que c'est l'ADN de la maison. Et c'est vrai que plus on va chercher un poste un peu différent, plus on va essayer de chercher à apprendre, plus on est capable d'apporter quelque chose. Il y avait une question de Bruno, je crois, qui disait mais comment on fait pour pas rester enfermé dans son propre domaine d'expertise. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que c'est vrai qu'on a tendance à nous enfermer dans un domaine d'expertise. Mais si on est d'accord de faire un changement latéral et pas toujours chercher à une promotion, mais on est d'accord de faire un changement latéral, ça permet de sortir de son domaine, en fait. Ça permet de découvrir autre chose et d'apporter autre chose. Et c'est vrai que on parlera de la diversité. Et la diversité, pour moi, la chose la plus forte dans la diversité, c'est d'avoir ces expériences qui sont cross-fonctionnelles, qui ont vu des choses et qui ont apporté, parce que chacun apporte quelque chose par sa diversité. Alors, il y a plein de choses dans la diversité, mais aussi une diversité de profils, de talents et d'expertise, c'est clair. C'est très intéressant la notion de pont et de mouvement latéral, comme vous dites. C'est vrai que souvent, on a tendance à vouloir à chercher toujours un peu, toujours trop haut, et puis finalement, parfois, pour faire accéder à son objectif, il faut faire des ponts, et c'est tout à fait juste. Euh, pour revenir sur cette question de diversité, c'est quand même le sujet et c'est une de notre webconférence, et puis c'est quand même ce qui fait aussi votre force. C'est quoi les principaux enjeux de la diversité dans l'horlogerie? Alors, moi, je le vois beaucoup aussi dans le journalisme. Là, par exemple, j'ai un peu enragé devant. Voilà, il n'y avait que des CEO et il n'y avait pas une femme. Comment vous le percevez? Bah, écoutez, je pense que c'est vrai on passe par une période où on a tous envie de voir plus de diversité. La diversité, pour moi, c'est un terme très large, hein. C'est pas qu'un terme de genre ou de nationalité ou de profil voilà. Pour moi, c'est la diversité, on la trouve dans beaucoup d'éléments. Ça peut être des diversités transgénérationnelles, ça peut être de genre, ça peut être, il y a énormément de choses. Et c'est vrai et la richesse, moi, d'expérience, la richesse, elle est là. Elle est plus que
de parler que de la diversité de genre. Elle est vraiment dans cette diversité de nationalités, de culture, de background, d'âge. À chacun apporte en fait un élément super intéressant. Et la magie, les moments magiques, ça vient souvent de ces frictions-là, ces frictions entre différents types de personnalités, différentes facettes, différents profils. Et c'est ça qui fait la force. Et c'est vrai que quand on prend Piaget, on a une trentaine de nationalités différentes. C'est beaucoup Ah, et ben, ça se nourrit. Et c'est vrai que ces nationalités différentes, elles peuvent se retrouver aussi dans les pays, mais on a encore une taille et on a la chance de pouvoir interagir beaucoup avec des cultures différentes, avec des backgrounds différents, avec des facettes des gens différents. Et c'est ça finalement qui est le plus intéressant. Et je pense que il faut être ouvert pour intégrer la diversité, pour être en phase avec ce thème et finalement pour comprendre en fait la force de la diversité, euh, il faut être ouvert, il faut être ouvert, il faut être curieux, il faut se rendre compte et comprendre que la diversité, elle apporte énormément à une entreprise. Elle apporte énormément et aujourd'hui, nous, enfin moi, je suis très fière de voir les équipes qui travaillent avec beaucoup d'ouverture d'esprit. On essaye tous de travailler sur le plus d'inclusion possible, le plus d'intégration possible, de plus mettre en avant les valeurs des uns et des autres, les expertises des uns et des autres. Et c'est ça qui est important, je trouve. Euh, c'est vrai que tout le monde a une facette je dirais, qui brille plus, comme une pierre. Il y a toujours une facette qui est plus mise en avant. Et il faut travailler à ce qu'on capitalise sur ces facettes positives les uns et les autres pour qu'au final, tout le monde rayonne et tout le monde marche. Et c'est vrai qu'on a fait, par exemple, je vous donne un exemple en termes de génération et de culture. On travaille souvent sur des projets stratégiques au niveau du comité exécutif ou du comité de direction. Voilà, c'est quand même un peu les mêmes profils. On se nourrit de nos discussions, mais on a eu envie d'être challengé un peu par nos équipes. Et donc, on a organisé depuis l'année dernière, et on va le faire maintenant tous les ans, on organise des Strategic Days. C'est des journées où on invite des gens de tous les différents départements qui sont là, de générations différentes, d'âges différents, et à qui on ne parle pas toujours de sujets en direct, sur des sujets stratégiques, à qui on demande de donner leur avis, de donner leurs inputs et de donner leurs idées. Et c'est vrai que toutes ces notions-là, on les a ensuite intégrées dans nos réflexions stratégiques et dans nos initiatives stratégiques de la maison. Et pour moi, ça, c'est déjà une marque de diversité. c'est très Je bien, vois une bravo. question aussi, juste quand on parle de Vas-y. proportion homme-femme au niveau du management. Alors, je vous dis, on est 60% de nos collaborateurs aujourd'hui sont des femmes. Et il y a une parité managériale au niveau global. On a beaucoup de patronnes de marché aussi qui sont des femmes. Et puis, on a aussi une parité au niveau d'exécutif, un comité exécutif. Donc, ça, C'est c'est rare. bien. Ouais, c'est Bravo, rare. bravo. C'est Mais c'est rare. vrai que c'est rare, mais est-ce que C'est c'est, trop peu enfin, rare, même. je Trop. sais pas, je trouve que ça bouge beaucoup. Et au final, je trouve que les femmes, en tout cas, enfin, là, si je prends l'exemple de Piaget, il y a quand même beaucoup de femmes qui contribuent énormément à l'entreprise et au succès de l'entreprise. Et justement, on a parlé de ces projets. C'est quoi l'enjeu vraiment pour Piaget aujourd'hui de parler de cette diversité? C'est un enjeu, je dirais, RH, un enjeu même de communication, un enjeu. Comment vous le percevez, cet enjeu? Au niveau de la diversité, vous dites? Oui. Bah, Est-ce je que pense que, plutôt comme un plus ouais, RH ou communication aussi, même à déjà, je pense que l'extérieur? c'est un enjeu, enfin, c'est un sujet qui est quand même très important et c'est pas un sujet de communication pour moi. Il faut vraiment qu'on arrive tous à améliorer cet aspect-là. Et c'est un sujet qui mérite en tout cas d'être traité à tous les niveaux de l'entreprise. Et c'est un sujet qui nécessite aussi beaucoup d'ouverture et de discussion avec les uns et les autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, enfin moi, je vois en 5 ans à quel point ça a changé. Je vois à quel point Bien le sûr. monde a changé en 5 ans. Aujourd'hui, j'ai des discussions très différentes sur ce sujet. Et c'est vrai que on a souvent, il y a 5 ans, voilà, je parle d'il y a 5 ans, c'était très différent. Aujourd'hui, on voit les jeunes, nos enfants, ils se posent même plus cette question. Et c'est extraordinaire de voir ça en une génération ou deux. On a, voilà, on a des enfants qui se disent, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il y a un sujet aussi important sur la table? Donc moi, j'ai quand même beaucoup d'espoir et parce que je vois que ça va vite et je pense que ça va continuer à aller très très vite.
J'aimerais aussi qu'on discute de la durabilité, enfin de vos projets durables. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie, on parle aussi beaucoup enfin, on voit des actrices et des acteurs du changement. Comment vous vous positionnez, Piaget, par rapport à cette thématique de durabilité et l'horlogerie plus globalement d'ailleurs? Ouais, ouais. Bah, déjà, je pense que si je parle de notre industrie, nous, et puis notre entreprise, hein, chez Piaget, pour moi, la durabilité, tout d'abord, elle commence par nos gens. Donc, pour que nos gens et nos employés se sentent inclus et passionnés et fassent partie vraiment de la famille, il faut être capable de toujours pousser, nourrir la curiosité, la passion des uns et des autres, la passion de la haute horlogerie, la passion de la haute joaillerie. Ça, pour moi, c'est déjà un premier niveau de durabilité parce que c'est important de donner, en fait, l'opportunité aux gens d'apprendre des choses nouvelles, de comprendre des choses différentes, de toucher à des choses différentes. On a la chance d'être une entreprise très intégrée. Donc, quand on travaille dans une entreprise comme Piaget, on a la chance de voir de près ou de loin des choses comme la vente directe aux clients, des choses comme le digital. On a la chance de voir de la production, on a la chance de voir de la fonderie d'or, on a la chance de voir des mouvements qui se créent, on a la chance d'avoir un studio design en interne. Et donc, tous ces éléments-là, pour moi, participent en tout cas à une durabilité de l'entreprise. Et c'est pour ça que je vous disais, enfin, à chaque fois qu'on a un jubilaire à fêter avec 15 personnes ou 20 personnes ou 30 personnes, on fête 400 ans, c'est des émotions qui sont énormes pour moi. C'est des émotions pour la famille Piaget qui a passé beaucoup de temps. Donc déjà pour moi, ça, c'est un sujet très important. On fait aussi beaucoup de partenariats pour nourrir justement cette curiosité, cette passion avec des écoles, des écoles, on a la aide à Genève, on travaille avec des écoles à Paris, on a aussi notre propre centre de développement pour des stagiaires ou des gens qui commencent. Donc on commence comme ça. Ensuite, c'est clair qu'on a tous des engagements d'approvisionnement responsable sur nos produits, sur nos packaging. Mais ça encore, c'est un sujet qui est quelque part qui est toujours ongoing. C'est un chemin sur lequel on est bien évidemment. On fait partie du RJC, qui est le Responsible Jury Council depuis le début. On a toujours été très porteur et on continue à travailler sur ces projets. Et justement, qu'est-ce que vous nous réservez un peu pour la suite? Quels sont vos projets aujourd'hui? Parce que, alors, bon, j'ai plusieurs personnes là, j'ai vu dans le chat qui me demandent après la montre la plus plate, on va où alors du coup? Mais déjà, donc, quels sont vos projets, j'ai envie de dire, montre et quels sont vos projets aussi en termes de valeur? Bon, pour Piaget, c'est vrai que aujourd'hui, on a des tendances de marché de fonds qui sont accélérées avec la situation du Covid, comme les ventes en ligne, le digital, l'intégration des différents canaux de distribution, des différents canaux de communication. Et ça, c'est des enjeux qui sont magnifiques parce que ça permet d'être en contact encore plus directement avec nos clients, ça permet de bien comprendre la dynamique client. Ça, pour moi, c'est plus qu'un enjeu, c'est une opportunité fantastique qui a été beaucoup accélérée ces derniers temps. Donc ça, c'est un premier point. Sur les produits, bon, on va continuer bien évidemment à être très créatif, à pousser nos limites, parce qu'on aime pousser nos limites, que ce soit sur l'horlogerie, la joaillerie, sur des métiers d'artisanat très importants. On va continuer à le faire et vous allez voir bientôt plein de nouveautés aussi. Et bien évidemment, tout ça, ça va être mis en avant et en valeur au moment du Watches and Wonders du mois d'avril, hein, début avril, hein. Moi, j'avais une petite question par rapport. Il y a beaucoup de gens qui vont aussi, qui nous posent des questions par rapport à la recherche d'emploi et par rapport à leur âge. Qu'en est-il des personnes qui ont plus de 50 ans et 60 ans enfin 50 ans, on va dire, et même 60 ans d'ailleurs chez Piaget? Ouais. Bah, Comment écoutez, vous. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes se posent la question et puis, bah, justement, quelle est votre stratégie par rapport à par on n'a rapport à pas ces personnes? de, enfin, on n'a pas de stratégie parce qu'on est ouvert bien évidemment à tout et l'âge, c'est pas quelque chose qui est un filtre, je dirais. On a la chance aujourd'hui, on a une moyenne d'âge d'à peu près 40 ans chez Piaget, donc c'est pas, Ok, ouais, voilà, c'est c'est pas. une Ouais, bonne moyenne. Mais ça reflète ouais, surtout en fait tout. On a toutes les générations. On a les générations X, Y, Z. On a des baby boomers. On a énormément de talents à travers l'organisation qui représentent vraiment finalement tous nos clients. Et encore une fois, je pense c'est facile de répondre à cette question en vous disant que le mieux, c'est justement de pouvoir bien mélanger et bien balancer tous ces différents atouts et attraits de personnalité. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui,
la question, elle se pose finalement, je pense naturellement pour les gens. Et pour moi, la bonne façon de travailler, c'est d'avoir un bon mélange entre X, Y, Z et des baby boomers. Ouais. Donc, la diversité partout. Moi, Oui, je je propose pense que qu'on... Ouais, vas-y, excusez-moi, Xavier. non, je pense que Oui. c'est vraiment ça c'est le thème d'aujourd'hui. Et c'est un thème qui, encore une fois, et franchement, je pense qu'il faut qu'on sorte aussi de ce débat de genre. On parle souvent de la diversité, il y a le genre, mais il y a tellement d'autres façons de comprendre et d'appréhender la contribution de cette diversité. Oui, il faut dégenrer les choses, tout à fait. Ouais, exactement. Je peux passer tout de suite aux questions, du coup, là. Vas-y, On a alors. 15 minutes de questions. On a plein de questions. Moi, j'ai une première question d'Isabelle Favre, à Hildebrand, qui dit: quels sont les engagements de Piaget pour le climat? Est-ce que déjà vous vous engagez par rapport à ça? Après, j'imagine qu'on ne peut pas s'engager pour tout, mais est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça ou... Écoutez, il n'y a pas de position pour le climat. On essaie tous de faire, bien évidemment, des améliorations, des avancées. On a un très très beau projet de panneaux solaires chez Piaget qu'on a commencé et qui va nous permettre d'avoir une bonne partie de la production sur Genève grâce à ces panneaux solaires. Et il y a beaucoup de choses qu'on met en place, mais encore une fois, c'est des sujets qui sont tellement complexes. Et qui prennent du temps. Et je pense que c'est ce que je vous disais, c'est pas les enjeux de communication pour moi, c'est les enjeux de faisons les choses bien chez soi comme il faut faire. Et puis après, c'est vrai que on en parlera. Mais effectivement, The Solar Side of Life, c'est exactement ça. On est très engagé là-dessus. On travaille avec des associations aussi, des très belles associations qui travaillent sur ce sujet. Hein. On a une association avec laquelle on travaille qui s'appelle The Barefoot College, qui permet à des femmes là qui n'ont pas forcément accès à l'information. On les forme pour monter et entretenir des panneaux solaires. Et dans leur village, dans leurs endroits où il n'y a pas d'électricité, elles sont capables d'aller monter ça. Et ça donne finalement, on donne à travers ces femmes extraordinaires l'opportunité à des villages d'avoir de la lumière. Voilà. Oh, évidemment, cette phase un peu Covid, ça a un peu changé notre perception. On n'en a pas trop parlé, puis je pense que c'est intéressant qu'on en discute maintenant. J'ai une question de Stéphane Pierre qui pose la question sur le digital et Mhm. votre vision sur la digitalisation de l'horlogerie. Bon, pour moi, encore une fois, c'est pas vraiment une vision, c'est que le digital, ça fait partie de notre vie de tous les jours. C'est un moyen de communication et de distribution qui est aussi qui devient très important et qui continue à être important dans notre industrie en tout cas. Nous, on voit chez Piaget que ça a eu une très belle progression cette année. C'est clair parce que le Covid, mais ça n'a simplement accéléré ce qu'on voyait déjà comme tendance du marché. Aujourd'hui, toutes les personnes qui sont là dans cette discussion, on est tous en train de naviguer entre le monde d'un magasin, d'un partenaire, de nos téléphones, de nos réseaux sociaux, etc. Donc c'est l'intégration. Je pense pas qu'il y a on va pas passer à 180 degrés de la distribution, je dirais, au digital. C'est l'intégration de tous ces différents canaux qui vont faire la force finalement de ça. Et le digital, pour moi, c'est un canal de plus. C'est un canal qui permet aux clients d'aller chercher l'information, de partager l'information avec certaines personnes, d'aller sur des forums, d'apprendre autre chose que simplement ce que la marque elle leur dit. Ça permet de faire énormément de choses. Et surtout, on a effectivement la possibilité d'acheter en ligne. Chez Piaget, c'est pas nouveau. Hein. Depuis 2012, on a notre premier site e-commerce 2012, alors que personne parlait vraiment à ce moment-là de est-ce qu'on vend en ligne ou pas. On a des produits qui sont en vente chez nous sur notre site depuis 2012. On a été la première maison aussi de l'industrie à aller sur Net-à-Porter. Parce que on sentait que c'était vraiment là où il fallait aller, c'est là où les clients vont. Et c'est vrai que c'est super intéressant. On a ouvert là récemment une très grande boutique en ligne en Chine sur Tmall. Ça aussi, c'est extraordinaire. Il y a énormément de trafic. On touche à beaucoup plus de clients, bien évidemment, que nos boutiques. Et quand on voit le Watches and Wonders qu'on a fait l'année dernière digital, ça aussi, ça a permis de toucher un nombre de personnes très très large par rapport à ce qu'on peut faire
quand on est effectivement quand on a une expérience physique à Genève qui est extraordinaire, mais quand on l'a pas, c'est vrai que le digital ouvre beaucoup de portes. Alors, qui dit digital dit aussi évidemment distribution. Et là, on a une question de Katia qui dit la Mhm. distribution traditionnelle est plus que remise en compte, remise en question, je pense. Comment le gérez-vous? Oh, c'est ce que je vous disais, pour moi, elle n'est pas remise en cause. Aujourd'hui, une boutique Piaget ou un partenaire Piaget, on a une autre expérience que l'expérience d'acheter en ligne ou de découvrir en ligne. On voit les choses, on voit les produits, on est capable d'interagir avec un vendeur, on a une expérience qui est peut-être plus immersive. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des avancées aussi technologiques sur les réseaux sociaux ou dans le monde digital qui nous permettent aussi d'essayer des choses. On a lancé un filtre Instagram à Noël où on pouvait essayer des boutiques, des boucles d'oreilles, pardon. Euh, Génial, c'est extraordinaire. Et c'est en tout ça, réalité en fait. augmentée. Et c'est des expériences qu'on a en boutique, mais qu'on a en ligne. Et pour moi, encore une fois, la bonne réponse, et je pense en tout cas, la bonne réponse, c'est de bien équilibrer tout ça. Et la boutique, la distribution, pour moi, elle n'est pas remise en cause. Elle doit s'adapter à ce côté très expérientiel qu'un client vient chercher maintenant dans une boutique. Alors, lors du dernier talk avec François Benamias, on a une question de Benoît qui pose la question, il a été notamment question du Swiss Made. Bon, évidemment, vous êtes quasiment que Swiss Made, mais vous en êtes fier. Bon, évidemment que vous en êtes fier, mais comment vous le communiquez? Quelle est votre position par rapport au Swiss Made? Bah, écoutez, oui, on est Swiss Made. On a la chance de venir de la Côte aux Fées. On a nos manufactures à la Côte aux Fées et puis à Plan-les-Ouates. Donc, on a des ateliers extraordinaires avec des savoir-faire historiques qu'on a perduré à travers tout ce temps. Donc, oui, on est fiers de notre Swiss Made et c'est une position qui est forte aujourd'hui. Et le Swiss Made est important, ouais. J'ai une question aussi de Kathleen Buslinger qui me parle d'emploi. Est-ce que vous avez des profils qui viennent d'autres industries, pas que de l'horlogerie? Ouais, bon, moi, je suis la première déjà avoir fait l'industrie, l'horlogerie, d'être sortie, d'être revenue, et on en a effectivement, on en a pas mal, et ça apporte aussi beaucoup de nouvelles, une nouvelle approche, une nouvelle façon de voir les choses. Voilà, je pense que le monde de l'horlogerie, c'est un monde qui est extraordinaire parce qu'on touche à des produits, on touche à des artisans, on touche à des passions, à des créateurs. Il y a un élément qui est magique, et surtout quand on est suisse, et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Euh, et on peut encore intégrer des gens, bien évidemment, d'autres industries. Ça apporte des visions nouvelles. Et encore une fois, ce que je disais, c'est la curiosité, l'ouverture et la diversité vont pousser aussi, continuer à pousser le monde de l'horlogerie et de la joaillerie. Il y a Sarah Munier qui pose qui dit cette question. Merci pour ce partage et votre passion. Alors, c'est vrai que ça revient. Je lis pas tout, mais il y a beaucoup de personnes qui vous félicitent pour ça. Quel conseil donneriez-vous à un jeune aujourd'hui qui souhaite travailler dans la joaillerie? Quel mindset faut-il avoir pour y rentrer? Là, je pense que il faut avoir envie de découvrir. C'est comme dans tout, en fait, que ce soit la joaillerie, l'horlogerie ou une autre industrie. Moi, je pense qu'il faut l'envie, c'est vraiment le plus important. Si on a envie, il faut avoir envie de découvrir, il faut avoir envie d'apprendre, il faut avoir envie de se lancer, de passer du temps, de mettre plein d'efforts. Je pense on réussit tout quand on est persévérant, quand on a envie, quand on va au-delà de ses limites, quand on se pousse, quand on se challenge. C'est ça pour moi le mindset qu'il faut aujourd'hui. Pour rentrer dans une entreprise dynamique, c'est clair. J'ai une question de Wam Redan qui parle de la relation client avec le digital. C'est vrai qu'on perd un peu, on parlait justement souvent de la relation one-to-one. Comment on arrive à conserver cette relation client avec le digital? Alors, c'est vrai que vous parliez de
réalité augmentée avec ces boucles d'oreilles. Donc déjà, ça crée quelque chose de plus fun, on rentre dans d'autres choses. Comment vous comptez un peu Bah, faire pour... ouais, on a aujourd'hui, je trouve que c'est génial de voir ça, mais par exemple, les vendeurs ou des gens qui ont l'accès aux clients en direct ou avec qui ils parlent, aujourd'hui, ils font aussi des live streaming, ils font des vidéos, ils se transforment un peu presque en influenceurs, ils ont leur, voilà, et c'est ça, en fait, c'est ça, l'intégration. Quand on parle d'intégration, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Covid, ça a poussé beaucoup de gens à avoir des contacts à travers un canal digital, mais des contacts directs avec les clients. Et ça marche super bien, c'est hyper intéressant, ça apprend plein de choses. Et là encore, c'est quelque chose qui a permis aussi aux personnes qui sont dans les boutiques de ne pas avoir peur du digital et de se dire, bah tiens, je peux l'utiliser différemment. Je peux moi aussi capitaliser dessus et en faire quelque chose. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on entendait souvent les personnes dans les boutiques, à juste titre, hein, quand on a toujours un peu peur du changement, mais et où on n'est pas hyper à l'aise avec le changement, de dire mais qu'est-ce qui va se passer si on commence à vendre trop en ligne? Et en fait, il va pas se passer, c'est qu'on va évoluer, tout le monde évolue. Et là, encore une fois, je vous dis, les vendeurs eux-mêmes ont appréhendé très bien la situation et voilà, ils ont fait des live streaming, ils ont fait des vidéos, ils ont réussi à engager avec leurs clients de manière très individuelle et ils ont regardé cette relation, en fait. Donc, ça a vraiment permis de créer d'autres types des relations, de renforcer vos relations encore plus Absolument. fortes avec Ouais. vos clients. Ça permet Charlotte Vitou nous demande de quel type de talent manquez-vous pour poursuivre cette belle expansion? Mais écoutez, je pense que c'est une bonne question. Les choses vont vite et ce qu'il nous faut, c'est un mélange de talents, bien évidemment, de profils. C'est vrai que aujourd'hui, on regarde beaucoup tous, justement, avec l'avancée du digital, comment bien utiliser les outils. Donc, c'est vrai que l'expertise e-commerce, c'est une expertise qu'on a beaucoup développée en interne, qu'on a aussi cherché en externe. Et je dirais que le monde du digital, toutes les opportunités qu'ouvre ce monde digital, toute la partie data analysis, la compréhension des insights, savoir raconter une histoire par rapport à des performances analysées, tout ça, c'est des choses hyper intéressantes aujourd'hui. Alors, on a beaucoup de questions, je vois beaucoup 33 nouveaux messages, ça arrive, ça arrive. Donc, je pourrais malheureusement pas toutes les lire, mais j'ai une autre question de Patrick Berchi qui pose récemment certaines marques de luxe comme Bottega Veneta ont décidé de désactiver tous leurs profils sociaux pour être plus exclusifs. Que pensez-vous de cette stratégie? Bah, écoutez, c'est quelque chose d'intéressant. Je crois on a tous vu cette démarche de Bottega Veneta. Je suis pas sûre qu'on puisse. Enfin voilà, c'est une interprétation. Je pense le fait que c'est pour être plus exclusif. Je trouve que pour parler de Piaget et je pense que c'est ce que je peux parler avec le plus, je dirais, d'authenticité et de connaissances. Euh, Moi, je pense que c'est encore très important aujourd'hui de continuer à communiquer des messages de marque, à communiquer la différenciation de la maison, à communiquer les domaines d'expertise de la maison, à communiquer les pièces magnifiques de la maison à travers les réseaux sociaux. On voit à quel point ça nous donne l'opportunité d'engager avec beaucoup plus de monde. On apprend beaucoup de choses. Ça nous permet vraiment d'ouvrir notre clientèle. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important pour la maison. Ça génère aussi beaucoup de trafic sur nos plateformes. Et quelque part, je pense qu'on a à apprendre de ça. On est capable ensuite de le retraiter, de le retravailler. On est capable. C'est des gens les gens qui rentrent en contact avec avec nous. C'est des gens qui ont envie de rentrer en contact avec Piaget, donc ont envie de créer cette relation. Et il faut qu'on ait la capacité de communiquer avec eux pour rentrer et construire cette relation entre une marque et une maison et nos clients. Donc moi, je pense que c'est important. Hein. Alors, je pense j'ai posé l'avant-dernière question, et puis du coup, j'ai une question avec Bruno Montmasson qui pose cette question. Quel degré d'autonomie avez-vous par rapport à Richemont sur les sujets comme la diversité et les technologies de rupture? Et puis, plus globalement, comment vous vous positionnez par rapport au Richemont? Vous avez beaucoup de liberté ou au contraire, vous devez reporter plein de trucs? Écoutez, on a la chance de faire partie d'un groupe qui est un groupe assez exceptionnel avec vraiment une grande diversité aussi de métiers, d'expertise, qui est présent sur un territoire international.
et qui permet à nos talents d'évoluer. Et donc, faire partie du groupe Richemont, c'est une chance pour nos équipes, pour nos talents. On a bien évidemment la marque Piaget reste la marque Piaget, à son ADN. On fait très attention de rester vraiment dans notre territoire de la maison. Et pour ça, c'est vrai que c'est finalement ce qui marche le plus, c'est quand on reste dans son territoire patrimonial, d'héritage et d'ADN. Et c'est aussi comme ça qu'on développe nos talents. Donc oui, c'est une belle aventure que de faire partie du groupe Richemont, aussi pour les évolutions de talents et donner des opportunités encore plus larges aux personnes qui sont chez Piaget. Ouais. Puis je vais finir sur la dernière question avec une question de Galib. L'Apple Watch, est-ce que c'est un souci pour vous aujourd'hui? Est-ce qu'on parle d'Apple Watch aussi de luxe? Est-ce que enfin, vous pensez à la montre connectée? Mm. Écoutez, moi, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, les clients qui sont des clients piégés, ils cherchent le savoir-faire, ils cherchent la tradition horlogère et c'est notre métier. Voilà. Donc, je pense que voilà, c'est un métier différent et nous, on est dans notre expertise, dans notre héritage, dans notre patrimoine, de créer de la haute horlogerie, de faire avancer et développer de la haute horlogerie. Moi, j'entends souvent l'horlogerie, une industrie traditionnelle. Enfin, c'est une industrie qui se réinvente tout le temps. Elle est traditionnelle parce qu'elle est historique, mais c'est mieux de dire historique que traditionnelle. C'est une industrie qui se réinvente tout le temps. Il y a des innovations sans arrêt. Il y a des choses extraordinaires qui se passent dans notre industrie. Donc, elle est très dynamique pour moi. Merci beaucoup, Chabi. C'était Merci à vraiment vous tous. super inspirant et super fort. Plein d'idées, plein d'inspiration et puis plein vraiment de good vibes pour la suite.